Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'études et d'ingénierie génie civil et pour ce faire, j'accueille une étudiante qui n'est d'autre que ma petite sœur Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour Héloïse. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. C'est très formel, j'ai l'impression. Alors, est-ce que tu es prête un petit peu à nous parler de ton parcours, du coup, de ta réflexion sur ton métier, sur ta formation et bien entendu sur tes stages et tout ce qui entoure tes études? Ah bah carrément. Allons-y. Du coup. Parfait. Dans un premier temps, dans la première partie, j'aimerais qu'on parle un petit peu du coup de ton parcours et de ta formation. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer ce qu'est le génie civil et ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce domaine un petit peu? Bah le génie civil, du coup, c'est un peu tout ce qui touche à la construction. C'est vraiment la construction, que ce soit dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'ouvrage d'art, un peu toute la construction qui existe. Et ce qui m'a donné envie de me lancer dans le génie civil, c'est carrément un salon du métier que j'ai fait à Lyon une fois, parce que je cherchais ce que je voulais faire. Okay. Je le raconterai un peu après. Quand j'étais en première, ce qui présentait, ça me donnait envie. Et après, en réfléchissant, j'ai commencé à regarder un peu les chantiers à droite à gauche, me dire waouh, c'est super impressionnant, et à me dire ça serait super bien de me dire que j'ai pu participer à la construction de certains chantiers et de trucs. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est un peu fait. Et puis toi, t'étais dans le bâtiment, donc je me suis dit allez, tu m'as suivi. On va suivre un petit peu le parcours de tout le monde, sachant que ça me plaît. Pour tous les lycéens et collégiens qui nous écoutent, comment s'est passé un petit peu ton parcours du lycée en passant par le bac puis en allant dans les études? Est-ce que ça a été facile pour toi, ou est-ce qu'avant tu savais où aller ou pas du tout, tu savais pas du tout dans quelle branche aller? Ah, pour le coup, moi, ça a été très vague ce que je voulais faire. Ça a commencé quand depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire prof. Moi, quand j'étais en troisième, il fallait faire un stage. Donc j'ai fait mon stage dans un centre aéré pour pouvoir voir si je m'entendais bien avec les enfants et tout, voir si vraiment le métier de prof me plaisait. À la sortie de stage, ça m'a vraiment dit, je me suis dit en vrai ça peut être sympa, mais bon les jeunes, c'était pas pareil que ce que je m'imaginais non plus. Je me disais il y avait beaucoup d'éducation à faire et je savais pas si j'étais prête à ça. Après, de fil en aiguille, en seconde, je me suis dit en fait, j'ai pas du tout envie de faire prof. Ça m'intéressait pas trop. Je voulais peut-être m'orienter vers une carrière, aller dans l'armée, devenir militaire. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Bon, on m'a dit cherche quand même quelque chose d'autre. Du coup, j'ai fait un salon des métiers pour voir ce qui était possible un petit peu à faire. Donc j'avais plein de trucs en tête, donc gendarme, militaire, et les deux stands qui m'ont le plus plu, c'était la restauration et comme je disais juste avant, le génie civil. Ils avaient un stand où ils présentaient des maisons qu'ils ont fabriquées et tout. C'était super beau. La restauration, c'est quelque chose, j'ai travaillé les étés là-bas dans la restauration, c'est quelque chose qui me plaît. Mais c'est vrai que à travailler toute notre vie dedans, c'est un métier qui est très difficile. Donc, pas que le génie civil ce soit simple, mais quand même. J'ai parlé avec des gens dans ce salon et ils m'ont dit ça m'a plu, ça m'a donné envie de regarder les chantiers et tout. Et du coup, fin première, j'ai regardé les écoles qui faisaient ça et t'es tombée du coup sur l'ENISE à Saint-Étienne, qui était une école d'ingénieurs génie civil qui faisait du génie civil dès la première année de prépa. C'est ça que moi je recherchais, c'était directement après le bac, faire du génie civil et pas faire une prépa où j'allais faire juste maths, physique, SI pendant 2 ans. Mais au final, la prépa, elle était quand même intégrée à l'école. Oui, la prépa est intégrée à l'école. Dès la première année, on fait des cours génie civil, génie mécanique et génie sensoriel. C'est ce qui fait que ça fait découvrir vraiment le métier, alors que dans une prépa intégrée par exemple à l'INSA ou à Polytech, c'est une prépa où on fait que des maths, de la physique. Je connais pas exactement ce qu'ils font, mais les spécialités, ils les ont qu'à partir de la 4e année ou 3e, 4e année. Alors que moi, je l'avais dès la première année. Okay. Parce que du coup, toi, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux préciser en quelle année tu es? Du coup, oui, c'est vrai que je me suis pas présentée en plein. Je suis en 4e année d'école d'ingénieur en génie civil, du coup, à l'ENISE de Saint-Étienne. Donc, c'est l'ENI de Saint-Étienne, École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Comme son nom l'indique. Voilà. Et du coup, j'ai fait la prépa intégrée pendant 2 ans. Et après, à la suite de ça, j'ai continué dans le cursus, on va dire, standard de l'ENISE en faisant
les 3 ans d'ingénieur là-bas. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur tes années peut-être potentiellement lycée, parce que toi effectivement, donc t'es une 2003, Ouais. tu as eu la réforme du bac. Exactement. Ça a été la première année de réforme du Ouais. bac, parce que moi avant c'était S, ES, L, etc. Ouais. Moi c'était. J'ai rien suivi, moi, concrètement, je suis perdue. Du coup, moi j'ai fait un bac qui s'appelle bac maths physique chimie. Option maths experte. J'ai été vraiment la première réforme. La première année où ils ont fait ce bac-là, plus j'ai été l'année un peu Covid. Donc moi, le bac de français, je l'ai pas passé. L'année d'après, on n'a pas passé toutes les épreuves. En gros, on a passé quelques épreuves de langue, quelques épreuves d'histoire, la philo. Du coup, dans tes années lycée, quelles ont été un petit peu les étapes un petit peu les plus marquantes pour toi? Parce que je pense qu'il y a eu le Covid qui a été quand même très marquant. Ouais, ça a été très marquant le Covid, notamment parce que j'ai commencé beaucoup le sport pendant le Covid, donc ça a un peu remis en doute sur ce que je voulais faire aussi mes études, parce que j'aurais pu partir dans le coaching, ouais, dans le sport, faire STAPS, des choses comme ça. Finalement non. Surtout le Covid, ce qui m'a fait un peu peur avec le Covid, c'est d'aller dans une prépa et de devoir beaucoup travailler, parce que même si c'est une prépa intégrée, ça reste une prépa, ça reste quelque chose où on devait beaucoup travailler. Et j'avais peur qu'en arrivant en prépa, j'ai pas le niveau, parce que faut pas se leurrer. Quelqu'un qui a fait un bac pendant 3 ans, il est sur une chaise, arriver en prépa, t'as l'habitude de travailler déjà, t'es déjà lancé. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas travaillé vraiment tous les jours, tout le temps. Ça me faisait un peu peur. J'avais postulé d'ailleurs pour maintenant ça s'appelle des BUT, pour faire du génie civil en BUT et faire t'es pas obligé de faire ingénieur, tu peux faire très bien un BUT, tu peux faire BUT en génie civil, dans le bâtiment, dans le TP. Après tu peux aussi faire il y a des licences pro bien sûr, il me semble qu'il doit y avoir des BTS. Après tu peux faire des masters. Il y a vraiment, on n'est pas obligé de faire école d'ingénieur pour travailler dans le génie civil. Moi je voudrais travailler en tant que conductrice de travaux. Et c'est vrai que passer par une école d'ingénieur, c'était pratique. Et du coup, ma prépa intégrée à l'ENISE, en première année, on fait un petit peu de génie mécanique, un petit peu de génie civil et un petit peu de génie sensoriel pour découvrir les 3 spécialités qu'ils proposent, en fait. Du coup, dès la première année, on touche un petit peu à ça, et dès le premier semestre, dès la première semaine, j'étais arrivée au bon endroit et que je voulais faire ça, que je voulais apprendre tout le bâtiment, tout comment ça fonctionnait et tout. C'est ça qui me plaisait. Et ça m'a permis de voir ce que je voulais faire, dans le sens où on a appris à faire un peu des prix, des boursés, on a appris à faire plan de conduite, un petit peu de travaux, ça c'était plus dans la 3e année. Mais on a un petit peu tout appris, on a un petit peu tout survolé, et ce qui fait que j'ai pu me rendre compte que je voulais vraiment être dans ce métier. Voilà, là il me reste 1 an et demi, mais en 1 an et demi déjà, j'ai déjà pu un peu plus réfléchir. On en parlera de toute façon, je pense après, parce que du coup, t'as su en 3e année que tu voulais devenir conductrice de travaux, c'est ça? Ouais, fin de 3e année, je dirais que je me suis dit, allez, je pense que je vais continuer sur conduite de travaux. Ça sera surtout dans mes débuts. Peut-être qu'un jour, je me poserai en bureau, parce que ça me dérange pas de faire du bureau, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Mais... Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui sont avec toi dans ta classe ou pas du tout? Ma promotion, donc c'est une promotion en tout de 150 élèves. Donc, c'est pas une grosse promotion, mais c'est une petite structure pour une école d'ingénieur. On est la promo où il y a eu le plus de filles. Il y avait 40, je crois qu'il y a 35 ou 40 filles. Donc on est quand même beaucoup. C'est rare qu'il y ait autant de monde. Et dans mes classes, parce que du coup on est souvent divisé en petits groupes. En génie civil, on est 75 dans tout. Donc on est la moitié de la promotion à faire génie civil. Dans cette promotion, on doit être bien 30% de filles. Après, il y a beaucoup de filles qui travaillent aussi en bureau. Mais moi, de mes amis, je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent aussi partir en conduite. Et ça, c'est bien, parce que du coup, c'est qu'il y aura beaucoup de filles sur les chantiers après. Exactement. Mais ça, c'est pas en tant qu'ouvrier, mais en tant que conduite. Je suis pour. Et quelle serait un petit peu ta journée type d'une étudiante en école d'ingé? Qu'est-ce que Alors, comment ça se passe? Ma journée, en gros, nos horaires, c'était 8h15, 10h10, 10h25 midi, 13h50, 15h45 et 16h, 18h. On faisait à peu près ça tous les jours. Les jeudis après-midi, on n'avait jamais cours. C'était un peu dédié au sport, au club. Dans mon école, on est forcé d'avoir des clubs et des associations, du sport. On n'a pas le choix.
moi ça m'allait bien. Ok, pour la suite, j'aimerais du coup qu'on parle un petit peu de ta vision du métier dans le milieu du génie civil et donc de conducteur de travaux, étant donné que tu sais où tu veux aller, et de l'importance des stages. Donc si tu veux bien, on va passer par là, par la suite. C'est parti. Maintenant, j'aimerais bien du coup qu'on parle un petit peu de ta vision de ton métier dans le génie civil, l'importance des stages, parce que tu es d'ailleurs actuellement en stage, il me semble. Exact. Mais avant, étant donné que moi je suis architecte d'intérieur et que je côtoie des architectes, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu ta vision des choses, du travail entre ingénieur et architecte. Penses-tu que cette collaboration est bien enseignée? En tout cas, comment ça se passe dans votre école? Pour mettre le contexte, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément que des architectes qui vont regarder, un architecte et un ingénieur en génie civil, ça travaille tout le temps ensemble, parce que un architecte, ça fait des choses jolies, un ingénieur, ça fait des choses qui tiennent. Du coup, ensemble, ça fait des choses qui tiennent, qui sont jolies. Parce que, pour être vrai, ce qu'on nous enseigne, c'est que si nous, en tant qu'ingénieurs, on faisait un bâtiment, ça serait un bloc. Parce que ça tient, un bloc, c'est facile à faire, ça tient, hop, c'est parfait, c'est parfait, c'est optimisé et tout. Un architecte, c'est sûr que si on regarde dehors, tout ce qui est fait, c'est quand même joli. Enfin, tout ce qui est fait par des architectes, c'est quand même joli. Un ingénieur, sauf les ingénieurs qui ont un petit peu de créativité, ça ferait pas forcément ces choses jolies parce que c'est pas facile à faire. Voilà ce qu'on nous enseigne, c'est que un architecte, ça fait des choses qui, ça peut tenir. Je dis pas que ce qu'ils font, ça tient pas, mais il y a des bureaux de calcul qui sont là derrière pour les appuyer, pour leur dire si c'est viable ou pas, pour modifier des fois s'il y a un poteau qui est pas mis au bon endroit. Là, si on le met là, ça va moins tenir que si on le déplace à un côté. En fait, un architecte, je dirais pas qu'un architecte ne peut pas fonctionner sans un bureau d'ingénieur, parce que ce serait faux. Mais selon moi, et c'est ce qu'on nous enseigne aussi, c'est que les architectes et les ingénieurs travaillent ensemble. Nous, on est là pour les épauler, pour leur dire, techniquement, ça, c'est pas faisable, ça va être très difficile à faire. Les architectes, ils travaillent pour des clients. Si c'est très difficile à faire, souvent, le coût de la réalisation, ça augmente énormément. Donc là, un ingénieur, il est là pour dire, vaut mieux optimiser plutôt comme ça ce que tu proposes pour essayer de réduire après le coût facilement, quoi. En fait, donc tout dépend des coûts. Il y a aussi les architectes, quand eux ils interviennent sur un projet, c'est aussi mine de rien, ils réfléchissent aussi à la circulation de l'usager, etc. Vous réfléchissez pas forcément à tout ça. Vous concrètement, c'est juste pour épauler en fait l'architecte. Oui. Est-ce que toi, dans tes stages, t'as déjà collaboré avec des architectes? Oui. Alors moi, du coup, j'ai pas fait du tout de bureau dans mes stages. En fait, à chaque fois que je travaille avec des architectes, les architectes, c'est mes clients. Nous, c'est plutôt, on répond aux architectes, construire ça pour vous. Moi, j'ai jamais fait, perso, dans mes stages, maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. Du coup, je sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai des amis qui ont fait ça et qui travaillaient, du coup, en collaboration avec des architectes. Enfin, dans mes stages que j'ai fait en tant que conductrice de travaux, on est plutôt là à travailler pour les architectes et pour construire ce qu'ils veulent. Oui, parce que t'étais plus sur les chantiers. Oui, je suis plutôt sur les chantiers à organiser le chantier, à gérer que le planning se passe bien et tout. Donc, on répond à ce que l'architecte a créé, a dessiné, a imaginé. C'est une grosse collaboration en fait. Pour moi, ingénieur et architecte. Pour moi, mais ingénieur et architecte, ça va pas l'un sans l'autre. Non, alors concrètement, il y a un architecte qui va aussi venir sur le podcast, donc Florent, normalement, je crois qu'il vient alors à l'épisode après toi ou avant toi, je sais plus. Mais donc du coup, il est aussi architecte maître d'œuvre, donc il nous expliquera un petit peu son métier, comment ça se passe. Du coup, toi, tu réalises quand même beaucoup de stages. Tu penses que c'est très important. Enfin, je le sais parce que t'es ma petite sœur et du coup qu'on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que t'as appris de ces expériences de stage et pourquoi les stages sont indispensables à ce genre de formation? Pour le coup, oui, les stages, c'est vraiment très, très, très important pour moi parce que l'ENIS, c'est bien, l'école d'ingénieur, c'est bien, on apprend plein de choses théoriques, on écrit plein de trucs sur des papiers, on fait plein de calculs. Si t'es jamais passé sur un chantier et que tu sais pas à quoi ça ressemble du ferraillage ou des banches pour couler un mur, ça sert à rien d'être conducteur de travaux, de diriger quelque chose si tu sais même pas à quoi ça ressemble au final. En fait, les stages, pour moi, c'est l'occasion de découvrir tout ce qui se cache dans le domaine qu'on apprend. Moi, je suis dans un
une école d'ingénieur génie civil. Comme je disais au tout début, le génie civil, ça englobe la construction en général. Moi, mon premier stage, je l'ai fait en bâtiment. Et là, actuellement, je suis en stage, j'apprends les travaux publics. C'est deux domaines totalement différents. Et ça, je le vois bien. J'adore pouvoir découvrir de nouvelles choses. J'ai fait les 2 stages en étant conducteur de travaux. Et pour le coup, c'est vraiment les 2 mêmes métiers dans 2 mondes différents. Et ça rend le métier, en fait, totalement différent l'un de l'autre. J'aimerais bien aussi pouvoir faire peut-être du grand ouvrage pour voir encore d'autres choses. En fait, ça permet vraiment de découvrir tout ce qu'il y a autour de tes études. Tout ce qu'il y a autour des études et pas que apprendre sur le papier comment c'est fait. Là, vraiment, j'apprends sur le terrain comment c'est fait. Mon premier stage, je l'ai fait au terme de mes 2 premières années de prépa. Je suis allée sur un chantier et j'ai fait ce que on avait appris en cours. Donc en fait, tant qu'ouvrier, j'avais fait un petit peu d'ouvrier pendant 2 semaines. J'étais allée sur le chantier en tant qu'ouvrier, à regarder un peu comment ça se passait, à essayer d'aider un petit peu. J'avais pas trop de connaissances, donc je pouvais pas non plus aider en plein. Mais les ouvriers qui étaient présents sur le chantier m'ont appris tout comment ça se passait. C'était les premiers à m'expliquer comment on faisait. Et en fait, tout ce que j'avais appris en cours, je le voyais de mes propres yeux et je le faisais même de moi-même. Et même là, pendant mon stage, l'année dernière, on a appris des documents administratifs à rédiger. Là, j'ai pu les rédiger moi-même. Et ça, c'est super intéressant. C'est que 3 secondes après le DS, tu te souviens même plus que t'en as parlé. Et quand t'es en stage, tu le fais, donc tu sais ce que c'est. Donc, tu sais comme ça que tu retiens. Tu retiens vraiment les choses. Après, un truc qui peut être aussi intéressant au-delà des stages, l'alternance, c'est très bien aussi parce que c'est encore mieux de marier les études en même temps que le travail. Ça, pour le coup, ça permet aussi d'avoir une formation pour moi qui est la plus complète et du coup, possible. Pourquoi t'as pas fait d'alternance? Parce que tu pouvais pas ou? Tout à fait, ça a été un choix que j'ai dû faire fin de 2e année. Parce que à partir de la 3e année, en gros, on peut faire 3e, 4e et 5e année en alternance. Et en ayant fait la prépa à l'ENISE, c'est possible. Enfin, ils étaient pas clairs dans comment fallait faire. L'organisation, c'était pas fou. Moi, je finissais mon stage en juillet pour une rentrée en septembre, donc j'aurais dû garder. Enfin, j'aurais pu trouver une autre entreprise pour mon alternance, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Fallait qu'on choisisse en gros. Avant le démarrage du stage, il fallait que je choisisse si j'allais en alternance ou pas. Ah oui, donc c'était super tôt. Du coup, en fait, je savais pas trop quoi faire. Moi, je sais pas trop faire des choix. Du coup, je me suis dit, on va continuer comme ça. En vrai, je regrette pas d'être restée dans le cursus que je fais, mais en même temps, quand je vois tous les alternants que je côtoie, et même au quotidien, c'est vrai qu'avoir fait une alternance, ça m'aurait peut-être aussi encore plus apporté. J'aurais peut-être eu une formation encore plus complète. De toute façon, on peut pas revenir en arrière. C'est fait. J'essaye d'avoir, au travers de mes stages, la formation la plus complète possible pour moi et pour pouvoir arriver dans le monde du travail en étant bien. Voilà, c'est ça. Connaître des choses, connaître de nouvelles techniques. Voilà, moi j'ai reçu premier épisode, c'était avec Raphaël. Bonjour Raphaël, si tu passes par là. Donc un électricien, et on a parlé justement en fait donc être artisan ouvrier. Est-ce que pour lui c'était un sous-métier? Donc j'aimerais bien que tu répondes à cette question-là, étant donné que tu as côtoyé des ouvriers et des artisans. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, déjà, sans eux, il y aurait rien qui serait fait parce que c'est bien d'avoir des conducteurs de travaux et des ingénieurs. S'il y a personne qui visse la vis. Si personne met la main à la pâte, il y a rien qui va se construire en fait. Eux, ils ont des petites techniques à eux, ils ont des petites habitudes qui font un exemple quand j'étais sur le chantier et qui ferraillaient les dalles. En gros, faut accrocher les ferraillages entre eux et il m'a expliqué, enfin l'ouvrier m'expliquait tu vois, faut aller vite. Soit il y a un petit outil pour aller vite, soit il le faisait super vite à la main lui. Sans l'outil, il allait 2 fois plus vite que sans l'outil, qu'avec l'outil, en fait. Oui, parce que c'est une petite technique qu'il a. Ouais, et c'est une petite technique qu'il avait à force. En fait, en étant sur le chantier, les ouvriers, pour moi, c'est eux les premiers et les plus importants sur le chantier, mais c'est eux qui gèrent l'avancement, c'est bien beau s'il y a quelqu'un derrière qui dit faut accélérer. C'est un ouvrier de base qui doit accélérer, c'est quelqu'un qui travaille là.
Et est-ce que potentiellement tu aurais bien aimé faire un métier dans l'ouvrage, enfin dans l'artisanat? Je sais que c'est un métier très très dur. Par contre, pour le coup, peu importe quel ouvrier, dans quel corps dans quel domaine, franchement, pourquoi pas? Peut-être pas toute ma vie. Si je trouve pas de travail directement à la sortie de mes études et qu'on me propose juste un métier d'ouvrier, moi, je sais que je me dis, bah, de toute façon, faut avoir un travail et c'est utile. Parce que si on veut monter une maison mais qu'il y a personne pour y travailler dessus, bah... Voilà. Donc, est-ce que tu as des petites anecdotes, du coup, justement, sur tes stages? Alors, moi, je les connais un petit peu, j'en connais 2-3, mais est-ce que tu aurais des petites anecdotes sur tes stages, potentiellement, parce que c'est quand même aussi répertorié comme un métier beaucoup d'hommes. Oui. Du coup, toi, t'étais un petit peu, alors, comme tu m'avais raconté, t'étais un petit peu la seule femme à arriver sur les chantiers. Est-ce que, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Bah, déjà, moi, il me prenait un peu pour la petite fille gentille qui avait un peu peur de tout. Moi, j'ai été élevée à la montagne, j'ai pas peur de la gadoue ni rien. Hein, mais le jour où il s'est mis à pleuvoir sur le chantier, ils m'ont tous dit mais va te mettre à l'abri. J'étais pas en sucre, hein, je pouvais les aider aussi. Mais très mignons, les ouvriers, ils étaient tous là à essayer de m'expliquer, comme je disais tout à l'heure, à m'expliquer des techniques. C'était vraiment les premiers enfin quand je posais des questions, c'est toujours les premiers à me répondre. J'ai préféré travailler avec les ouvriers, c'est bon enfant, c'est de la bonne humeur, c'est un métier qui est dur, mais c'est tout dans la bonne humeur. Je sais aussi que t'es montée aussi dans une grue. Ah oui, alors c'est vrai que je l'avais oublié celle-là. Comment ça s'est passé? Donc sur mon premier chantier, on était avec une petite grue donc qui était commandée depuis le bas. J'étais avec le grutier, il m'a proposé d'essayer un petit peu, donc j'ai pu conduire un petit peu la grue, c'était marrant, c'était comme jouer avec avec des joysticks quoi. Donc c'était comme un jouet d'enfant mais grandeur nature. J'avais le même quand j'étais petite quoi. Mais en grand. Et après quand on a changé de chantier, il m'a dit mais c'était une grue elle devait faire 25 ou 30 mètres de haut. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est une très haute grue. Et il m'a dit bah en vrai, si tu veux, un jour, passe me voir là-haut. Moi, je m'ennuie, je suis tout seul. Bah ouais, tu m'étonnes. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai un peu le vertige. Et j'ai eu la meilleure idée de dire oui. J'ai mis très longtemps à monter tout en haut. Parce que j'ai fait beaucoup de pauses sur cette échelle. Et après, le chantier, faut rassurez-vous, le chantier, c'était protégé, etc. Ah non, mais tout était sécurisé. Oui. De toute façon, la règle pour monter sur une grue, c'est on n'a pas le droit de monter sur la grue, sauf si le grutier nous y autorise. En gros, si on est autorisé par le personnel qui est là-bas. Il m'a proposé de monter. J'ai pu monter tout en haut de cette grue et voir d'un côté la vue tout en haut voir un chantier depuis une grue. C'est vraiment un œil différent que de voir le chantier depuis le sol. Parce que là, c'était un chantier qui était très, très grand. Bah, franchement, c'était beau. Une fois que j'ai été en haut, la vue qu'il avait, le gars, c'était, tu vois partout, tu vois tout ce qui se passe en même temps, tu vois toute l'emprise du chantier. J'ai apprécié monter là-haut. Et puis, il m'a proposé de conduire, mais bon, là, je me suis dit, on va éviter de faire des bêtises quand même. J'ai pas passé un cap de monter à 30 mètres. Voilà, c'est ça. Si vous avez l'occasion de monter dans une grue, pour le coup, c'est magnifique de voir un chantier depuis en haut et de voir ce qui se passe. Peut-être que potentiellement un jour il y aura un grutier qui passera sur ce podcast. Je pense que ça doit être un métier genre vraiment. C'est un métier qui est très intéressant aussi. On fait en sorte quand on organise un chantier de faire en sorte que la grue soit toujours occupée. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a des fois où le grutier il peut ne pas faire grand chose. Bon, pas souvent quand même, mais ça reste comme tout le monde. On n'est pas à se tourner les pouces sur un chantier. Hein. Mais ouais, c'est un métier qui a l'air très intéressant aussi. Et bah potentiellement, je vais faire mes recherches de mon côté pour voir si vous connaissez un grutier, n'hésitez pas. Donc par la suite, j'aimerais un petit peu qu'on parle de tes réflexions, de tes perspectives et potentiellement tes conseils, peut-être aux futurs étudiants qui vont peut-être rejoindre l'ENIS potentiellement. Potentiellement, venez à l'ENIS. Exactement. Dans cette dernière partie, souvent, alors voilà, les gens que j'interroge donnent un petit peu leurs conseils, etc. Moi, je sais du coup que tu es partie en voyage, forcément, que tu es partie il y a pas si longtemps que ça. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce voyage et des autres voyages potentiellement que tu as pu faire et leur influence sur tes choix professionnels? Alors effectivement, du coup là, dans le cadre de mes études, parce qu'en tant qu'ingénieur, on est obligé de partir à l'étranger pendant
ça dépend des écoles, mais pour mon école, c'est un semestre entier. Donc moi, c'était 4 mois. J'ai choisi de faire un semestre académique au Canada. Le Canada parce que j'ai juste toujours voulu aller au Canada. Et du coup, j'ai pu faire ce semestre académique à Québec, la ville Québec. Donc c'était en français. C'était bien pratique, même si je parle très très bien anglais. Vivre en français pendant 4 mois, c'est pratique. Donc, je suis partie. Quand je dis semestre académique, du coup, c'est un semestre où j'ai fait des études. Je suis allée à l'université, j'ai fait les mêmes études que on pourrait faire à l'université en France. J'avais 5 cours à choisir. Donc moi, j'avais des cours de conception des structures, géotechnique routière, gestion de projet, un cours de dessin et de topographie et un cours sur les matériaux. J'ai appris énormément de choses sur les routes. J'ai appris énormément de choses sur les sols gélifs, parce que au Canada, Les quoi? les sols gélifs, les sols qui gèlent. Ah, ok. J'ai appris énormément de choses sur ça parce que eux, là-bas au Canada, c'est un enjeu énorme puisqu'il fait -50, que les routes, elles sont tout le temps à -10 en fait. Donc ils ont beaucoup d'enjeux là-dessus. J'ai pu apprendre plein de techniques nouvelles. Ce que ça m'a montré aussi à travers ce voyage, j'ai pu visiter Montréal aussi, j'ai pu visiter des villes. La grandeur des chantiers n'est pas la même que ce qu'on fait en France. À Montréal, il y avait beaucoup de chantiers qui étaient des buildings. Et en France, nous, des buildings, on n'en fait pas beaucoup. Et là, c'était super impressionnant de pouvoir voir des chantiers d'immeubles à 40 étages. J'avais jamais vu ça, et voir des grues que en France on n'a pas souvent l'occasion de voir. C'est vraiment très rare de voir des grues qui vont aussi haut ou alors qui sont posées sur le toit d'un immeuble. Enfin, moi qui adore regarder les chantiers, comment ils se font, imaginer un petit peu comment c'est fait et tout, là j'ai pu voir des choses qu'en France j'ai jamais vues. Ça a été super bien. J'ai pu apprendre des nouvelles choses, mais les normes sont différentes que celles d'en France. Et sur certains cours que j'ai pu faire en conception, quand ils parlaient au début, je comprenais rien, et je me suis vite rendu compte que c'était ce qu'on avait fait nous en France, mais selon certaines normes, avec des autres normes. Et ça, en fait, c'est intéressant de voir que ailleurs dans le monde, comment c'est fait, comment eux ils font, comment eux ils calculent, et se rendre compte qu'en fait ça se rejoint, même si c'est pas les mêmes normes, ça se rejoint. Les calculs au final ils mènent aux mêmes choses. Et du coup, est-ce que ça t'a apporté aussi, est-ce que ça t'a fait grandir personnellement parlant ou pas du tout? C'est passé très très vite pour le coup, mais personnellement ça m'a fait grandir énormément dans le sens où j'ai vu que ailleurs c'était fait différemment. Personnellement, moi qui étais très très attachée à je suis toujours très attachée à la famille, je me raccrochais beaucoup à ma sœur et à mes parents et à mes proches, d'être éloignée pendant 4 mois, voir personne pendant 4 mois, en fait c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses par moi-même, qu'avant je me reposais toujours sur mes proches, sur ma famille. Que là je me suis dit en fait je suis grande quoi. Maintenant j'ai en fait à mes 20 ans, je me suis rendu compte que vraiment j'ai pu prendre l'avion un peu toute seule pour le retour. J'ai fait des voyages là-bas en étant au Canada, j'ai fait des voyages toute seule. Je le faisais un petit peu en France, mais des plus petites échelles. Voilà, Psychologiquement, ça fait grandir de partir 4 mois sans voir ses parents, à 6 heures de décalage, pas pouvoir parler avec des gens parce qu'à partir de 17h, moi il faisait nuit au Canada. Et tout le monde était couché en France. Donc voilà. Non, même à partir de 16h, il faisait nuit au Canada quand j'y étais. Et gérer beaucoup d'administratifs pour aller au Canada, quoi. Beaucoup de papiers à faire. Non, mais c'est bien, au moins. Moi, je vois que quand tu es revenu, tu es rentré totalement différent. J'étais pas la même. Entre le 22 août et le 22 décembre, il y a eu 4 mois, c'est plus la même élément. Non, pour le coup, c'était 4 mois, c'est court, c'est passé super vite. Mais même moi, je sens la différence du avant-après Canada. Donc tu donnerais comme conseil, si vous avez l'occasion de voyager, même pas forcément très loin, partir ailleurs pendant, même je pense, 2 mois, ça suffirait. Faire quelque chose ailleurs, ça fait se rendre compte de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. De ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et ce qu'on est aussi, mine de rien. Et ce qu'on est. Parce que je pense que t'apprends beaucoup de choses sur toi-même. J'aimerais revenir un petit peu du coup sur le génie civil, parce qu'on parle aussi beaucoup d'enjeux environnementaux, donc on va faire une très petite partie là-dessus. Mais comment le génie civil aujourd'hui il intègre les enjeux environnementaux et durables dans tes études? Vous intégrez ça ou pas du tout? Juste en résumant un petit peu tout ça. Énormément. Alors le génie civil, je pense qu'il faut savoir, c'est
le truc qui pollue le plus en France. Vraiment, on l'apprend en cours, on apprend tous les pourcentages des émissions du génie civil. On est le top du top. On sait pas faire mieux que nous. C'est en fait un des plus gros enjeux du génie civil, c'est d'essayer de réduire, même si on pourra pas, franchement, on pourra pas, soit on arrête de construire, on revient à la paille, on revient comme au Moyen-Âge. Du coup, pour ça, déjà, en cours, à l'ENISE, ils prônent énormément le développement durable, qu'on appelle les 17 objectifs du développement durable. C'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. Coucou toi. Et moi, si je prends l'exemple de l'entreprise où je suis actuellement, ils ont énormément d'actions sur l'environnement, prendre des ressources naturelles. Je suis dans les travaux publics là pour mon stage et c'est sûr que faire des routes, ça pollue, ça gâche le paysage et tout. Le bitume, c'est pas le moins pollueur. Et à savoir, ce qu'on fait pour les routes, c'est qu'on utilise de plus en plus de recyclés. De plus en plus, les matériaux sont de plus en plus recyclés. Déjà, ça coûte un peu moins cher aux entreprises de faire du recyclage, mais aussi, pour l'environnement, du coup, c'est plutôt bien. Après, le développement durable, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'aspect sécurité, tout l'aspect hygiène de vie et tout. Et donc ça aussi, c'est très prôné par les entreprises, notamment dans laquelle je suis. Il y a des gens qui gèrent la sécurité et l'environnement. Leur métier, c'est vraiment de faire ça, de faire en sorte quand on a des déchets qui sont polluants. Il y a une application qui s'appelle Track Déchets. On sait la traçabilité de où vont ces déchets. Une fois qu'on a des choses comme ça, ils sont traités pour éviter de repolluer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Je connais pas tout. Oui, tu connais pas tout. Mais au sein des entreprises, en fait, beaucoup de choses sont faites pour que le milieu qui est très polluant baisse un petit peu et évolue énormément. D'accord. Bon, ça, au moins, c'est clair. C'est sûr que effectivement, c'est un des métiers, enfin, c'est un des secteurs qui pollue le plus, hein. Je suis aussi dans ce secteur, du coup, mine de rien, parce que je suis dans le bâtiment et je pense qu'on le sait tous, donc on essaye tous dans nos conceptions aussi d'intégrer, tout ce qui est plus durable aujourd'hui. Pour faire des procédures environnementales au sein des entreprises, ça coûte très cher. Et du coup, toutes les petites PME qui sont dans les travaux publics, dans le bâtiment, c'est difficile pour elles de mettre en place des choses pour améliorer tout ce qu'elles font. À terme, je pense qu'on va y arriver. On arrive déjà du coup à la fin de cet épisode. Mine de rien, on aura bien papoté. Et oui. Alors forcément, j'ai la dernière petite question. Je sais pas si tout le monde l'attend ou pas, mais moi en tout cas, à chaque fois, je l'attends, cette question. C'est un petit peu le conseil que tu donnerais du coup à un jeune, donc plus jeune que toi, oui, potentiellement. Parce que je suis pas bien vieille. Qui hésite à se lancer dans des études d'ingénierie et plus précisément dans le génie civil. Quel conseil tu leur donnerais Déjà, lancez-vous. Quoi que vous ayez envie de faire, si vous hésitez, lancez-vous. Essayez de regarder. Maintenant, on a Internet, on a tous, on a ChatGPT, on a tout, on a tout ce qu'on veut. Cherchez sur Internet, regardez des documentaires, allez sur toutes les plateformes, regardez des petits trucs, faites des salons parce que moi, du coup, pour le coup, c'est ce qui m'a aidé à choisir ce que je voulais faire. Ça peut paraître bête. Les salons de l'étudiant, des choses comme ça, c'est bien, mais il y a plein d'écoles qui vendent leurs écoles. Moi, pour le coup, le salon des métiers m'a beaucoup plus parlé que le salon de l'étudiant. Parce que un métier, le salon des métiers, ça montre concrètement ce que tu vas pouvoir faire et t'as juste à demander aux gens qu'est-ce que t'as fait comme étude pour en arriver là. Et c'est ça qui va t'aider à savoir ce que tu pourrais faire. Après, un autre conseil que je peux faire, c'est essayer. Du coup, à partir de 16 ans, essayez de vous trouver des petits boulots par-ci par-là. Si vous voulez aller dans le génie civil, pourquoi pas faire de l'intérim pour travailler sur les chantiers. Ils sont tout le temps là en train de chercher du monde parce que il y a pas beaucoup de monde pour travailler sur les chantiers. Techniquement parlant, vous allez arriver après aux études en sachant plein de choses. Et ça, c'est un point positif parce que en fait à l'école on apprend beaucoup la théorie et la technique. Je pense que c'est ce qui manque le plus. Soyez curieux, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Moi, je sais que j'ai beaucoup regardé les chantiers et tout pour essayer de comprendre comment ça se passait. Quand je suis en stage, j'essaye de poser le plus de questions possible. Être curieux, c'est vraiment la chose la plus importante pour pouvoir se lancer plus tard. Je crois que maintenant, au lycée, il se peut qu'il y ait des stages à faire au lycée. Ouais, je crois que maintenant, il me semble, mais je suis pas sûre. Si je dis une bêtise, faites pas. Mais faites des stages qui soient variés en fait, parce qu'il me semble que du coup s'il y a des stages à faire en seconde, je crois que c'est une petite semaine ou 2 semaines pour découvrir et essayer de faire plein de choses, de toucher à tout. En fait, les études c'est fait pour ça, les études c'est fait pour découvrir plein de choses et c'est pas fait pour rester scolaire tout le long tout droit.
c'est pas parce que un jour vous faites quelque chose que vous allez faire ça pendant les 40 autres années de votre vie. C'était un conseil très complet. Ouais, excusez-moi, c'était pas du tout succinct, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais au moins c'est bien parce que concrètement, intéressez-vous à tout ce qui vous entoure, parce que si vous vous intéressez pas, vous trouverez pas votre voie. Si ça vous anime pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Enfin, je pense. Oui, c'est ça. Faites-vous plaisir, soyez curieux et faites ce que vous aimez, même si vous êtes une femme dans un milieu d'hommes. Y a pas de raison, si vous aimez ce que vous faites normalement et que vous connaissez ce que vous faites, les gars en dessous vous prendront au sérieux. C'est bien dit. Du coup, merci bien en tout cas pour d'être venu participer à ce podcast. N'hésitez pas, chers auditeurs, à mettre en commentaire, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur certains métiers, dans les épisodes, les personnes en tout cas que j'ai interrogées, je pense, se feront un plaisir d'y répondre. Je vous dis aussi, du coup, à bientôt, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En tout cas, Éléonore, merci beaucoup d'être venue sur ce podcast. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Moi aussi. À très vite et à bientôt. À bientôt.